Pour l'amour du risque. Alors, les moins jeunes se souviennent certainement de cette série américaine du début des années 80, où les époux Hart, Jennifer et Jonathan risquaient leur vie pour combattre des gangsters, alors qu'ils auraient pu se la couler douce au bord de leur piscine, tranquillement à siroter du champagne, puisqu'ils avaient la chance d'être milliardaires. Et voilà, pour l'amour du risque, ils ont choisi, le mot est important, une vie d'aventure, alors de l'adrénaline plutôt qu'un cocktail grenadine. Comme quoi, le risque, c'est une affaire de couple. Si j'osais filer la métaphore, je dirais même que c'est une histoire de rapport dans le couple. Le couple, le fameux couple risque-rentabilité. Alors moi, pendant 30 ans, mes nuits ont été hantées par ce couple risque-rentabilité. Pendant 30 ans, depuis ma sortie d'école de l'EM Lyon jusqu'à la création d'un fonds d'investissement dont j'étais le dirigeant. Voilà, ce couple risque-rentabilité. Et si vous devez d'ailleurs vous ne souvenir que d'une chose de la théorie financière, c'est celle-là. Tout espoir de gain élevé est subordonné à un risque élevé. Alors le risque de perdre tout ou partie de votre investissement. Le risque de ne pas pouvoir disposer à tout moment de vos avoirs. Ce qu'on appelle pompeusement le risque d'illiquidité. Mais parfois, par appât du gain, cupidité ou même naïveté, on oublie cette règle de bon sens simple. Si votre meilleur ami vient vous voir pour vous proposer une affaire en or et vous dit « Tu me connais, vas-y les yeux fermés, il n'y a pas de risque, fais-moi confiance. » Méfiance. Parce que vous êtes peut-être le chaînon faible d'une chaîne de Ponzi qui commence. Si pour vous vendre son nouveau livret plus boosté à 11,99%, votre CIF, conseiller en investissement financier, oubliera bien de vous faire lire les petites lettres en minuscules en bas du contrat de souscription. Avertissement. Tout produit financier comporte un risque de perte en capital, parfois partielle ou totale. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Attention, warning, n'investissez dans ce que vous comprenez. Et s'il ne vous parle pas du risque de volatilité, c'est parce que le volatile, c'est vous, et qu'il espère vous pigeonner. Et voilà. Mais bon, après, quand on a dit ça, comment est-ce qu'on calcule la prime de risque à partir duquel on va déterminer le taux de rentabilité interne, le TRI cible de l'investissement? Si là, par exemple, vous avez décidé d'investir vos économies de la famille dans une start-up, dans le meilleur des cas, est-ce que vous devez viser 10% par an, 20%, 30%, 50%? Parce que ce qui est sûr, c'est que dans de nombreux cas, vous allez avoir 100%, enfin, moins 100%. Et est-ce que dans votre espérance de gain, vous allez aussi rajouter le sentiment irrationnel d'être un acteur de la Startup Nation et ainsi de pouvoir vous la péter dans les innovations en vide, sur les dîners en ville, sur les nouvelles innovations à la mode? Moi, pendant 30 ans, j'ai dû justifier des risques que je prenais. Normal, vous allez me dire, puisque j'investissais essentiellement l'argent des autres et que si je leur avais dit j'ai toujours eu du flair, file-moi ton pognon, je ne pense pas que j'en aurais eu beaucoup. Donc il fallait rationaliser ce risque. Alors avec des outils simples que vous avez appris à l'école, la fameuse matrice SWOT, force, faiblesse, risque, opportunité. Donc il fallait identifier les menaces, les probabiliser, et puis les modéliser dans un business plan. Merci Excel. Business plan dont on savait une seule chose, c'est qu'il était faux. Et puis après, c'était le manège des comités. Tour numéro 1, tour numéro 2, tour numéro 3. Il y a eu d'ailleurs des études qui ont montré que dans une stratégie de décision de groupe, ce sont toujours les riscophobes qui l'emportent sur les riscophiles. Et au fur et à mesure donc, de mes années de carrière, on va dire, il y a eu aussi de plus en plus de recours à des consultants externes. Bien entendu, pour éclairer certains points pas simples. Il fallait cocher aussi la case due diligence. Mais entre nous,
pour être clair. C'était surtout pour pouvoir dire, si ça se plantait, « c'est pas de ma faute. Regardez, l'expert avait dit. » Allez, je vais vous faire une confidence, mais ça reste entre nous. Je pense que les meilleurs deals que j'ai faits dans ma vie d'investisseur, je les ai faits sans trop réfléchir. Ou plutôt en réfléchissant bien à certains risques uniquement dans les PME. Le risque de l'entrepreneur, du dirigeant. Est-ce qu'il est honnête? Est-ce qu'il a une capacité de réagir parce que ça ne va pas se passer comme prévu? Est-ce qu'il sait embarquer ses équipes? 2, le risque de dépendance à un client, à un fournisseur, toujours très compliqué à corriger. 3, le risque de tsunami. Modification réglementaire, technologique, et là vous êtes balayé en moins d'1 an. Et puis après, voilà, de plus en plus de, vous savez, on dit ceinture et bretelles, donc dans une société qui est un petit peu quand même biberonnée au principe de précaution, il y avait la couche de réassurance juridique. Et dans ma vie d'investisseur, j'ai vu la documentation juridique, depuis le protocole jusqu'à pacte d'actionnaires, gonfler, gonfler, gonfler jusqu'à devenir illisible, indigeste et je pense souvent inapplicable. Au début de ma carrière, on signait ça. À la fin de ma carrière, on signait ça. Mais on n'avait pas de risque de tendinite, puisqu'entre les deux, la signature électronique est arrivée. Une petite anecdote d'un banquier suisse à qui on disait quand même, franchement, monsieur le Suisse, vous n'êtes quand même pas très sérieux, vous êtes un petit peu feignant parce que votre contrat, il fait 20 pages. Les contrats français, nous, on bosse en France, ils font 200 pages. Vous savez ce qu'il nous a répondu? Après, ça se rembourse ou ça ne se rembourse pas. Tout le reste, c'est de la littérature. Ouais. Moi, je crois qu'à trop vouloir maîtriser l'immaîtrisable, on en oublie les véritables risques et les véritables opportunités. Moi, dans ma carrière d'investisseur, les regrets que je peux avoir, ce n'est pas les pertes que j'ai eues, mais c'est surtout toutes les opportunités que j'ai laissées passer. Parce que trop d'analyse déresponsabilise, trop d'analyse paralyse, trop de réflexion nuit à l'action. Mais vous vous souvenez quand même bien toujours de cette règle immuable, risquer plus pour gagner plus. Et voilà. Mais après, même si on avait le super outil, là, le riscomètre, qui nous permettrait de calculer très très précisément le niveau de risque, finalement, des études ont montré que les uns et les autres, on n'avait pas le même rapport au risque. On n'avait pas la même aversion au risque. Ça dépend de votre âge, de votre sexe, de vos études, de votre niveau social, et peut-être de même du temps qu'il fait et de la discussion que vous avez eue avec votre belle-mère la veille. Et ça dépend aussi de votre caractère. Par exemple, si je vous pose la question, est-ce que vous préférez gagner 50 € de façon certaine ou alors d'avoir une chance sur 2 de gagner 100 €? Il y en a qui vont dire, tiens, vaut mieux que 2 tu l'auras, ça me payera le resto et le ciné ce week-end. Si je vous pose la même question avec 50 000 €, vous n'aurez pas non plus la même réponse. Et avec 50 millions d'euros, là, je pense que tout le monde prend les 50 millions d'euros. Alors moi, je me suis dit, est-ce que, au lieu où il ne fallait pas simplifier l'équation et d'inverser le rapport entre le risque et la rentabilité, et ce moment où vous avez besoin d'analyser un projet, plutôt que d'essayer de faire cette mesure très très précise du risque, de vous poser une seule et unique question. Et si ça ne marche pas? Quel est mon risque maximum? Est-ce qu'il me met en péril? Qu'est-ce qui va me coûter exactement? Et est-ce que je suis prêt à l'assumer? Par exemple, si votre rêve, c'est de caresser la crinière d'un lion, on l'imagine, votre risque maximum, c'est quoi? C'est de servir de déjeuner aux gentils félins. Par contre, si à la sortie de l'EM Lyon, votre projet, c'est d'entreprendre, plutôt que de signer un CDI dans un grand cabinet de conseil, et que votre start-up se plante, c'est quoi votre risque? 3 années de salaire, c'est beaucoup, mais c'est un risque qui est peut-être prenable, je dirais, au regard d'une carrière qui va être longue jusqu'à la retraite. Voilà, donc ce risque maximum, c'est important. Alors, je sais, référence de boomer, Jean-Claude Killy, triple médaillé aux Jeux Olympiques en 1968, disait « Pour gagner, il faut prendre le risque de perdre ». Et là, ça vous pose la question de l'ambition. C'est quoi votre ambition? C'est terminer la course ou la gagner?
Parce que si vous voulez terminer la course, vous dosez votre effort et vous êtes finisher avec le t-shirt qui va avec. Par contre, si vous voulez la gagner, là, il faut prendre tous les risques, en étant bien préparé, bien sûr, mais prendre tous les risques de la faute de quart, les risques de la sortie de piste, les risques de la blessure, et surtout le risque des colibés, que les gens ne manqueront pas de vous dire, il voulait être champion, et il n'a même pas été foutu de terminer la course. Un danger, ça se subit. Un risque, vous choisissez de le prendre ou de ne pas le prendre. Mais par contre, il faut l'assumer. Si vous avez décidé de ne pas prendre un risque, il ne faut pas dire « Ah si j'avais su, non, j'aurais dû ». Il ne faut pas non plus être jaloux des autres. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont eu de la chance! Ben oui, ils ont eu de la chance que la pièce tombe du bon côté. Mais encore faut-il l'avoir lancée. Et puis si vous avez pris un risque et que malheureusement, c'est le worst case qui se réalise, et là, il ne faut pas regretter. Moi, à 50 ans, j'ai décidé d'appliquer cette méthode du risque maximum applicable. Et à 50 ans, j'aurais franchement pu vivre une vie livret A, capital garanti, mais intérêt limité. Et au final, j'ai souscrit à une existence à haut rendement émotionnel. Oui, je suis passé de la planche à billets, de la finance, alors, non pas au plancher des vaches, mais aux planches du théâtre. Aujourd'hui, je suis auteur, acteur, entrepreneur du spectacle. Ma maman dit saltimbanque, humoriste en un mot. Et oui, alors, entre nous, si j'avais dû faire la matrice SWOT de cette décision, pas sûr que mon comité d'investissement familial aurait donné son accord. Menace, marché surencombré, avec des nouveaux entrants toutes les semaines. Facteur clé de succès, number one, une présence et une communauté sur les réseaux sociaux. Menace aussi, aucun exemple d'humoriste qui a émergé après 50 ans. Alors en face, quand même, quelques forces. Un petit peu de vécu, un petit peu d'expérience. Je vais raconter des histoires et faire rire les copains avec un petit coup dans le nez. Quoi d'autre encore voilà, j'aime bien ça. Mes faiblesses. 260 abonnés Instagram. Pas de réseau du tout. Lyonnais. Donc vous voyez, dans l'équilibre, là, non. Et pourtant, c'était mon rêve de monter sur scène. Alors à un moment, je me suis dit, c'est quoi, Jean-Michel, le risque maximum? Alors, le risque financier. J'ai eu la chance de bien gagner ma vie dans la finance avant. Donc, j'ai une chute drastique de mes revenus, mais pas trop de risque de devenir SDF. Au pire, je serai SLF, sans loge fixe. Le risque de déséquilibre familial, pas neutre, parce qu'aujourd'hui, maintenant, je travaille les jours où les autres s'amusent. Donc voilà, le risque est identifié, mais on peut le gérer. Et après, le troisième risque, celui qui fait le plus peur, le risque de l'échec, la crainte du bide. Et ouais, mais vous voyez, je suis bien vivant. Et donc, peut-être que le regard des autres peut parfois blesser, mais le ridicule ne tue pas. Alors mes amis me disent que j'ai du courage, mais moi je ne crois pas. Parce que le vrai courage, c'est de risquer de se prendre une balle dans le bide pour sauver la vie des autres. Pas de risquer un bide juste pour changer de vie. Alors moi je peux vous dire que quand vous êtes au moment de prendre une décision, est-ce qu'il y a un risque rédhibitoire? Et vous verrez qu'il n'y a pas souvent de vrais risques rédhibitoires. Par contre, le risque maximum, c'est de ne pas vivre la vie dont vous avez envie.